Le premier film K-pop Demon Hunter se termine d'une manière qui paraît complète. Mais si on regarde de près, il ouvre en réalité bien plus de portes qu'il n'en ferme. Guima est parti, le Honmon est restauré, Huntrix est réuni et Rumi accepte enfin ce qu'elle est. À première vue, cela ressemble à une fin parfaite, mais le film laisse discrètement des indices qui semblent presque trop volontaires pour être ignorés. Parlons donc de ce K-pop Demon Hunter 2 pourrait explorer et pourquoi la suite a le potentiel d'aller beaucoup plus loin que le premier film. 1. Le retour de Jinu. La mort de Jinu est émouvante et significative. Il se met devant l'attaque de Guima, sauve Rumi et transfère son âme restaurée en elle. Sur le papier, cela ressemble à un sacrifice net. Mais la manière dont le film le met en scène raconte une histoire différente. Jinu ne disparaît pas simplement, son âme est déplacée. Et dans les récits fantastiques, surtout ceux construits autour de la magie, des voix et de l'identité, cette distinction compte énormément. Tout au long du film, les démons ne sont pas présentés comme des êtres incapables de changer. Ils sont montrés comme des êtres piégés par la honte, la culpabilité et la voix de Guima dans leur tête. Jinu est le premier démon que l'on voit réellement se libérer de ce contrôle. Pas par la force, mais par l'acceptation. Une fois qu'il chante avec Rumi, une fois qu'il n'entend plus Guima, il devient autre chose. Pas entièrement humain, pas entièrement démon, mais libre. Cela rend son sacrifice différent de la défaite de Guima. Guima est effacé. Jinu est transformé. Et il y a ensuite le plan final. Le film aurait pu se terminer sur Huntrix et leurs fans. Il aurait pu s'estomper sur le Honmon brillant d'or. Au lieu de cela, il s'attarde sur l'oiseau et le tigre de Jinu qui regardent depuis les hauteurs. Ces deux compagnons ont toujours été liés directement à lui. Ils n'appartiennent pas au monde des démons dans son ensemble. Ils appartiennent spécifiquement à Jinu. Ce choix paraît délibéré. Comme si le film disait « il n'est pas parti, il est juste pas ici ». Dans une suite, cela ouvre plusieurs possibilités. L'une des plus fortes est que l'âme de Jinu ne s'est pas évanouie, elle s'est ancrée, soit en Rumi, soit dans le Honmon, soit dans l'espace entre les mondes. Et si c'est vrai, alors la rédemption elle-même devient une nouvelle mécanique dans cet univers. Le film pourrait explorer l'idée que les démons peuvent revenir, non pas en tant que monstres, mais en tant qu'autre chose. Jinu pourrait devenir le premier démon racheté à combattre aux côtés des Hunters, pas en tant que rival idol, mais en tant qu'allié à part entière. Et s'il revient physiquement, ce ne sera pas simple. Il ne reviendra pas en tant qu'idole humain normal. Il porterait toujours son histoire, ses marques, ses conséquences. Ce qui rend l'idée de son intégration à Huntrix incroyablement puissante. Jinu, avec sa propre tenue de Hunter, clairement différente de celle des filles, mélangeant visuellement l'esthétique démoniaque au symbole des Hunters, pourrait être très cool. Et surtout, imaginez-le chantant avec Huntrix, comme il l'a fait dans le premier film. Je pense que c'est un concept intéressant, et cela changerait complètement la dynamique du groupe. Huntrix ne serait plus seulement 3 filles tenant le Honmon ensemble, il deviendrait le premier groupe à représenter une véritable coexistence entre humains et démons. Et si une menace plus grande apparaissait, quelque chose au-delà de Guima, l'élargissement du groupe serait envisagé aussi. I'm sorry for everything. 2. Le passé de Huntrix. Le premier film nous raconte la légende des Hunters, mais il passe sous silence quelque chose de crucial. Comment ces 3 filles sont devenues ce trio ? On nous dit qu'elles sont choisies, on nous montre qu'elles sont talentueuses, mais nous ne voyons jamais le processus. Et c'est exactement ce que la suite peut explorer. Huntrix ne donne pas l'impression d'un groupe assemblé au hasard. Chaque membre remplit un rôle très spécifique, émotionnellement et structurellement. Rumi porte la responsabilité et la pression. Elle est le centre, la voix, celle qui a l'impression que tout s'effondrera si elle échoue. Mira est la force, elle est agressive et émotionnellement sur la défensive. Elle avance malgré la douleur. Zoé est l'empathie. Elle relie les gens, atténue les conflits et empêche le groupe de se disloquer. Cet équilibre paraît intentionnel, ce qui soulève la question, ont-elles été choisies pour leur talent ou pour ce qu'elles sont ?
Une suite pourrait révéler que devenir Hunter ne tient pas à avoir la voix la plus puissante. Il s'agit de survivre à la honte, à la peur et au doute de soi, les mêmes outils que Guima utilise pour contrôler les démons. Peut-être que le critère pour être choisi est la résilience émotionnelle, ou la capacité à s'harmoniser non seulement musicalement mais humainement. Des flashbacks pourraient nous montrer leur entraînement initial, pas seulement le chant et le combat, mais les échecs. Mira jouant trop de témérité, Zoé se figeant sous la pression, Rumi craquant quand tout le monde compte sur elle, et Céline essayant de les guider tout en cachant la vérité sur le démon en Rumi. Ce genre d'antécédent pourrait être très intéressant pour la suite. That will create the golden honeymoon. Yes, Celine. 3. La mère de Rumi. La mère de Rumi est l'un des personnages les plus importants de l'histoire. Et nous savons à peine quelque chose sur elle. Nous savons qu'elle était Hunter, qu'elle a eu un enfant avec un démon et qu'elle a disparu. C'est tout. Mais chacun de ces faits porte des implications énormes. Si elle est tombée amoureuse d'un démon, alors elle a franchi une ligne bien avant que Rumi ne le fasse. Ce qui signifie que Rumi n'est pas la première supposée erreur. Une possibilité est que la mère de Rumi croyait sincèrement en la coexistence, qu'elle ne voyait pas les démons comme des monstres, mais comme des êtres façonnés par les événements. Peut-être que le père de Rumi n'était pas mauvais, mais son existence a attiré le danger. D'autres démons. La punition de Guima, le système qui se corrige. Il se peut que la mère de Rumi n'ait pas été tuée par lui, mais à cause de lui. Cela expliquerait le comportement de Céline. Son obsession de cacher le côté démoniaque de Rumi ne naît pas de la cruauté. Elle vient de la peur, façonnée par la perte. Et il y a ensuite une possibilité importante. La mère de Rumi n'est peut-être pas morte. Dans ce type d'histoire, disparue signifie souvent scellée, piégée ou déplacée. Elle pourrait être enfermée dans le monde des démons, liée à Lun Moon ou effacée de l'histoire pour préserver l'équilibre. Si tel est le cas, alors Lun Moon dort, la chose destinée à protéger le monde, pourrait aussi être une prison. Cela recontextualiserait tout complètement. Et si sceller les démons définitivement signifiait aussi effacer les exceptions? Et si le prix de la paix était d'enterrer les personnes qui ne rentraient pas dans le système? Et si Rumi l'apprenait un jour, alors son voyage ne serait pas terminé. Slaying demons with our song. 4. Le père de Rumi. L'une des plus grandes questions sans réponse après le premier film est le père de Rumi. Nous savons qu'il était un démon. Nous savons qu'il avait une véritable relation avec la mère de Rumi. Et nous savons qu'il est complètement absent de l'histoire maintenant. Et s'il y a une suite, il est trop important pour être ignoré. L'explication la plus probable est que le père de Rumi n'est pas un démon méchant au sens traditionnel. Le film nous montre déjà que les démons ne naissent pas mauvais, parce qu'ils sont contrôlés. Guima gouverne par la honte, la culpabilité et des voix qui hantent les démons en permanence. Jinnu l'explique clairement. Le père de Rumi pourrait donc très bien être quelqu'un qui voulait vivre librement dans le monde des humains, mais qui n'a pas pu échapper à ce contrôle. Désobéir à Guima signifie torture mentale, rappel interminable du regret et possiblement représailles contre les personnes que vous aimez. Si le père de Rumi est resté à l'écart, c'est peut-être parce qu'il croyait que sa présence mettrait Rumi et sa mère en danger. Il y a aussi une forte possibilité qu'il ne soit pas du tout libre. Il pourrait être piégé dans le royaume des démons ou subir une punition que nous n'avons pas encore vue. Le monde des démons n'est pas montré en détail dans le premier film, mais tout ce qui le concerne suggère hiérarchie et propriété. Des âmes, des souvenirs, des voix, même des identités peuvent être prises. Si Guima savait que le père de Rumi avait un enfant avec une chasseresse, cela à lui seul aurait pu suffire à le séquestrer comme levier ou à effacer sa capacité d'agir. Cela ferait de l'existence de Rumi une menace que Guima aurait surveillée discrètement depuis toujours. Alors comment Rumi pourrait-elle savoir si son père est en vie? Le film nous donne déjà un indice à travers ses marques démoniaques. Ces marques réagissent à ses émotions, à sa honte et à sa voix. Dans une suite, elle pourrait commencer à réagir à autre chose, une douleur qui n'est pas la sienne. Des cauchemars qui ne lui appartiennent pas, des moments où sa voix change sans explication. Ce genre de connexion aurait du sens si sa moitié démoniaque était encore liée à quelqu'un de vivant. Une autre façon pour Rumi d'apprendre la vérité serait par le passé de sa mère.
La mère de Rumi n'était pas seulement une chasseuse, elle faisait aussi partie d'une génération plus ancienne, et il est très probable qu'elle ait laissé quelque chose derrière elle. Une chanson, un talisman, un enregistrement, même un nom. Si les démons sont contrôlés par des contrats, connaître un vrai nom pourrait être la clé pour retrouver quelqu'un, l'appeler ou briser ses chaînes. La suite pourrait facilement révéler que la mère de Rumi avait préparé ce moment bien avant de disparaître. Si Rumi et son père se rencontrent, ce ne sera probablement pas paisible au début. L'option la plus puissante émotionnellement est qu'il soit contraint d'agir contre elle. Guima pourrait l'envoyer comme arme, sachant que cela la déstabiliserait complètement. Rumi hésite, le reconnaissant, tandis qu'il lutte contre des ordres auxquels il ne peut pas entièrement résister. Ce type d'affrontement correspond au ton de l'histoire. Une autre possibilité est qu'il la protège secrètement depuis l'ombre, interférant avec les plans des démons sans se révéler. De petites choses qui tournent mal pour les démons, des pièges qui échouent, des attaques qui ratent leur cible. Et finalement, Rumi réalise que quelqu'un veillait sur elle tout ce temps. Quand on rassemble tout cela, K-Pop Demon Hunter donne l'impression d'une histoire qui n'a révélé que sa surface. Le sacrifice de Jinwoo, la famille de Rumi. La vérité sur les démons et les règles de ce monde pointent tous vers quelque chose de plus grand qui se cache en dessous. Le film a la possibilité de passer de vaincre les démons à se demander qui se fait étiqueter comme tel, qui se fait effacer au nom de la paix et quel est le véritable prix de la liberté. Si vous avez apprécié cette théorie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'aimer la vidéo si elle vous a plu et de laisser en commentaire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Romane, à la prochaine!